Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Nous venons de prendre connaissance des chiffres de l'évolution des ventes au détail au sein de la zone euro. Je vais revenir sur ces éléments-là et puis notamment sur l'analyse technique de la paire euro-dollar que vous avez sous les yeux, représentée par les bougies japonaises en données 4 heures. Mais avant cela, laissez-moi, comme d'habitude, vous proposer une brève introduction macro fondamentale. Ça va durer 5 minutes. Alors, concrètement, quelles sont les dernières informations avant demain réunion de la Banque Centrale Européenne, cet après-midi, Banque Centrale du Canada, ne l'oublions pas. Tout d'abord, une information monétaire en provenance d'Inde. La Banque Centrale d'Inde pardonnez-moi, a abaissé son taux de 7,75% à 7,50% à la surprise générale. Cette décision monétaire est une surprise, mais au fond, est-ce réellement une surprise? Puisque des décisions de politique monétaire surprise, nous en avons eu foison depuis le début de l'année. Le marché action indien d'ailleurs atteint de nouveaux sommets. L'indice Sensex atteint pour la première fois le niveau des 30 000 points. Le Premier ministre indien d'ailleurs souhaite relancer des projets d'infrastructure pour booster la croissance. L'Inde et la Chine sont sur la même longueur d'onde monétaire et sont sur la même longueur d'onde gouvernementale des mesures de soutien. Mesures monétaires en provenance de la Banque centrale du Danemark qui annonce avoir acheté un montant record de devises étrangères pour maintenir le fameux PEG face à l'euro. D'ailleurs, les réserves en devises étrangères atteignent désormais 40% du produit intérieur brut du Danemark. En ce qui concerne le marché de la dette, eh bien globalement remontée des rendements obligataires au sein de la zone euro, vous le savez. Les marchés actions européens, les marchés actions US sont rentrés d'ailleurs dans une phase de consolidation après que l'indice Nasdaq Composite ait atteint lundi le niveau des 5000 points pour la première fois depuis 15 ans. Alors ce n'est pas le même indice et puis du point de vue de sa composition et d'autre part il faudrait étudier le prix de ce marché en tenant compte du prix réel, mais dans tous les cas l'indice l'indice standard Nasdaq Composite a atteint donc pour la première fois en 15 ans le niveau des 5000 points. 5000 points sur le Nasdaq Composite, 30 000 points sur le Sensex, et puis de nouveaux sommets historiques de manière générale sur les marchés actions européens ont engagé en début de semaine une phase de prise de profit, de consolidation en amont donc de cette réunion de la Banque Centrale Européenne. La nuit dernière, le marché action japonais, l'indice Nikkei, sur lequel nous vous avons proposé plusieurs stratégies positives depuis le début de l'année, lui aussi est entré dans une phase de consolidation, donc globalement processus général de retour à la moyenne sur les marchés actions internationaux. Alors, est-ce réellement surprenant? Laissez-moi vous présenter ici un histogramme de la performance des principaux marchés actions. Et puis je terminerai avec cette introduction fondamentale et je vais me focaliser sur la paire euro-dollar puisque j'imagine que c'est ça qui vous intéresse. Voici la performance des principaux indices boursiers exprimés en devises nationales arrêtés à la séance du lundi 2 mars. Alors je vous rappelle que sur les marchés financiers, il n'est pas possible de comparer les choux et les carottes. En clair, pour comparer des indices boursiers, il faut que ces indices soient libellés dans la même devise. Alors, lundi 2 mars, le MIB gagnait 17% depuis le début de l'année, le DAX 16%, le CAC 40 15%, l'indice Eurostoxx 50 14%. Et à ce moment-là, vous comparez avec le FTSE, plus 6%, le SP500, plus 2,80. Et vous pouvez avoir ce sentiment que les marchés actions européens ont largement dépassé la performance des marchés actions britanniques et nord-américains, mais c'est faux. Alors, les marchés actions zone européens sont plus performants, même d'ailleurs si on l'exprime en dollars. Globalement, la performance de ces actions européennes dépasse d'environ 3% la performance des marchés actions US. Mais globalement, si nous devions exprimer tous ces marchés actions en dollars US, le spread n'est pas aussi marqué. En tout cas, tous ces marchés actions ont progressé depuis le début de l'année. Je ne compte plus les indices boursiers qui ont réalisé de nouveaux sommets historiques. Il est donc, je pense, tout à fait salutaire d'entrer dans un processus de consolidation. Reste à en déterminer l'amplitude et c'est ce que nous allons tenter de faire ensemble ce matin. Dernier graphique et j'en termine avec cette introduction fondamentale. Enfin, cette fois-ci, c'est plutôt un graphique technique. C'est une capture d'écran d'un graphique que je vous ai proposé ce matin sur l'indice Eurostoxx 50, vous invitant notamment à vous intéresser à l'écart relatif à la moyenne mobile à 50 jours. Alors c'est cet indicateur de disparité index. Globalement, un certain nombre d'indicateurs de momentum présentaient des contradictions négatives, qu'il s'agisse du RSI, du MACD. On peut utiliser ce spread à la moyenne mobile exponentielle à 50 jours comme aussi représentatif du momentum. Là aussi,
c'est un indicateur qui vous montre que nous assistons tout simplement depuis le début de la semaine à un processus de retour à la moyenne. En clair, l'écart relatif à la moyenne mobile à 50 jours était pas loin de ses sommets historiques sur l'Eurostoxx 50, avec un pic à 8%. Les actions européennes qui dépassaient de 8% leur moyenne mobile exponentielle à 50 jours, qui est globalement représentatif de la tendance à court terme, voilà qui a été excessif, voilà qui devait être corrigé. Je surveille deux niveaux de support sur l'Eurostoxx 50, le niveau chartiste à 3430 points et le niveau rond à 3500 points. Voilà donc pour ces graphiques, c'est désormais terminé. Je vous propose maintenant de nous concentrer exclusivement sur les graphiques intraday en données 4 heures, et notamment ici sur la paire euro-dollar. Alors, du point de vue des fondamentaux, nous avons pris connaissance à 11 heures du taux de variation en rythme annuel et en rythme mensuel d'un agrégat économique au sein de la zone euro, les ventes au détail. Alors, les ventes au détail, c'est important parce que ça permet justement d'avoir une réalité cette fois-ci de l'évolution de la consommation discrétionnaire au sein de la zone euro. 3,7% au mois de janvier contre un consensus établi à 1,9%, 1,1% en rythme mensuel contre un consensus établi à 0,1%. Ce sont globalement des statistiques qui confirment ce qu'anticipe le marché, à savoir une accélération globale macroéconomique au sein de la zone euro. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que ces chiffres des ventes au détail confortent plutôt les anticipations de la majorité. Par contre, ce matin, c'est du côté des indicateurs avancés, notamment du très respecté indicateur PMI de Markit, que le marché a pu être un peu déçu. Et c'est ce qui explique notamment ce matin ce décrochage ici sur la paire euro-dollar, avec un indicateur, un indice PMI allemand de Markit pour le mois de février en estimation finale, qui a plutôt déçu les investisseurs. Alors je pense aussi que le marché se positionne demain en anticipation des annonces de la Banque Centrale Européenne et peut-être spécule sur la cassure des plus bas annuels de l'euro-dollar qui se situe à 1,1096. Parenthèse introductive refermée, nous allons maintenant nous concentrer exclusivement sur les graphiques en commençant par la paire euro-dollar. Alors la paire euro-dollar, vous l'avez sous les yeux. L'idée c'est quoi? C'est que ce graphique intraday a pour vocation d'essayer de capter ce que moi j'appelle le rythme de marché. C'est concrètement ce qu'il y a de plus difficile à prévoir. Où va le marché lors des toutes prochaines heures? La tendance elle est baissière, la tendance de fond elle l'est, la tendance à court terme elle est aussi baissière. Elle est baissière depuis quand? Depuis le 26 février et la publication de statistiques américaines tout à fait solides qui, dans la paire euro-dollar, ont créé une pression sur la devise de un attrait pour la devise de contrepartie. Donc dans votre cross de devise euro/dollar, c'est la partie USD qui dans un premier temps a été recherchée. C'est ce qui a entraîné la cassure des 1,1350 et c'est ce qui a entraîné la cassure des 1,1260. Et depuis le début de la semaine, et notamment ce matin, c'est la partie EUR qui est cette fois-ci sous pression. Cet après-midi, on va réellement se concentrer sur le dollar américain avec les chiffres de l'ADP qui sont considérés comme permettant d'anticiper ce que sera le rapport officiel sur le marché du travail aux États-Unis, le rapport NFP, pour lequel d'ailleurs nous organisons à nouveau notre traditionnel concours NFP qui est ouvert pour le rapport NFP du mois de février. Je vous invite à y participer en vous rendant dans la section adaptée du forum. À la clé, donc, je vous rappelle, une journée d'immersion au sein des bureaux parisiens de FXECM. Parlons bien, l'euro-dollar a donc cassé la semaine dernière les 1,1276 et où est-il actuellement en train d'évoluer? Je vous propose une hypothèse purement graphique, donc voilà, ça reste purement graphique. J'ai le sentiment que ce marché évolue dans un espèce de canal de baisse à faible pente ici. Il y a plusieurs façons d'aller le localiser. Moi j'utilise ici les bougies 4 heures, mais vous pouvez utiliser les chandeliers japonais en données horaires ou les bar charts en données horaires pour essayer d'attraper ce canal à faible pente. Et au fond, ce canal à faible pente permettait d'attraper ici le point bas qui a été établi tout à l'heure à 1,11,15 $. Alors pour autant, doit-on envisager une stratégie positive sur la paire euro-dollar? Autant vous dire que les stratégies d'achat sont généralement vouées à l'échec, sauf si elles sont vraiment bien timées et qu'elles permettent d'attraper 30 ou 40 pips, grand maximum. Finalement, c'était plutôt ça. Nous avions lundi une divergence positive de momentum qui permettait d'attraper quoi? Allez, je dois l'avouer, 60-70 pips.
Je dirais plutôt que ce matin, on a plutôt eu un signal négatif sur la paire euro-dollar qui consiste en un signal technique, la rupture des 1,1170 ici sur la paire euro-dollar. Donc, cassure ce matin des 1,1170, c'est désormais la première résistance sur la paire majeure. Mais voilà, nous avons ici ce petit canal qui explique que ce marché n'est pas tombé en ligne droite en direction des 1,1096, les 1,1096 qui sont donc le plus bas annuel de la paire euro-dollar. Voilà donc ce que je vous invite à surveiller comme type de canal sur la paire euro-dollar. Et naturellement, la partie haute peut être exploitée pour une stratégie dans le sens de la tendance. Et pour les plus agressifs d'entre vous, utilisez cette oblique qui attrape les creux de marché les plus saillants. Donc cette oblique qui attrapait les 1,1180, qui attrapait le 1er mars les 1,1160 et qui attrapait ce matin les 1,1115. J'imagine que certains qui pratiquent des stratégies de trading en intraday, peut-être ont souhaité l'exploiter. En tout cas, donc voilà où en est la paire euro-dollar. Alors maintenant, je vous propose d'en venir aux indices boursiers avant d'étudier les principaux et autres paires de devises majeures. Consolidation salutaire sur les marchés actions en Europe. Je vous ai présenté tout à l'heure un graphique de l'Eurostoxx 50 qui permet de se positionner de manière générale vis-à-vis des actions zone européenne. Lorsque j'utilise le graphique intraday de la paire du CAC 40, pardon, on a cassé un support. Voilà, donc on a cassé un support à 4907 points, c'est un signal de vente. Moi je conservais une vue de marché positive dans l'attente de la cassure d'un support. En ce qui concerne, le signal vendeur a été donné hier à la cassure des 4907 points. Alors maintenant, avant de se repositionner long dans le sens de la tendance, les indicateurs intraday qui eux aussi ont donné des signaux négatifs en emportant ici un certain nombre de lignes de tendance doivent d'une part se dégonfler, c'est-à-dire revenir en zone de survente, dans cette zone-là, et surtout je vais commencer à nouveau à m'y intéresser lorsque prix seront sur support et lorsque momentum, représenté ici par l'indicateur technique RSI, vous devez, je vous rappelle, savoir comment est calculé cet indicateur technique RSI, c'est tout simplement le ratio, la fraction glissante du nombre de séances en hausse sur le nombre de séances en baisse, mis au sein d'une formule pour pouvoir le borner entre 0 et 100. Dans tous les cas, j'attendrai désormais que ce marché revienne au contact d'un niveau de support. Nous avons d'ailleurs ici, selon la théorie d'Odo, une structure intraday de retournement de tendance, ce que finalement Charles Odo appelle le failure swing, l'interruption de cette succession de creux et de sommets ascendants, avec la rupture ici des 4907 sur notre CFD FRA 40. C'est quelque chose que vous retrouvez aussi sur le DAX avec la cassure des 11 339. Alors maintenant, peut-être la question qui vous intéresse, et puis vous aviez d'ailleurs en signal précurseur ce fameux wedge qu'Adrian avait bien mis en avant sur l'IBEX 35. Alors maintenant, la question que vous vous posez tous, quelle est l'amplitude de cette consolidation et quels sont les niveaux de support auxquels nous pourrions nous intéresser à un stade précoce pour envisager un moment un repositionnement dans le sens de la tendance. L'Eurostoxx 50, je vous ai dit 3430. 3005 c'est un chiffre rond, alors je vais dire l'intervalle 3430-3005. Le MIB et l'IBEX, c'est pas bien compliqué, vous avez des niveaux horizontaux qui sont assez utiles, et notamment sur le MIB, les 21 475 et la moyenne mobile à 20 jours. Donc sur le MIB, voilà le support qui m'intéresse, 21 478. Vous avez le même type de niveau horizontal qui peut être visé et exploité en tant que support sur l'IBEX. Quant au CAC 40 et au DAX, je pense que sur le CAC 40, le marché va notamment se focaliser sur le support des 4770. D'autant plus qu'à ce moment-là, je pense qu'il recevra le soutien de cette oblique. Donc nous verrons, première étape, c'est d'une part de voir le marché se stabiliser, mais d'autre part de laisser le temps au momentum de se dégonfler. Et lorsque ce momentum proposera des divergences positives avec un marché qui aura trouvé un support, reste à savoir lequel, pour l'instant je n'en ai pas la réponse, à ce moment-là envisager quelque chose. Mais clairement, il va falloir laisser la Banque Centrale Européenne s'exprimer, Mario Draghi s'exprimer, et je pense que cette session du mercredi 4 mars n'est probablement pas encore la bonne pour s'intéresser à un niveau de support ici sur les marchés actions européens. Et en ce qui concerne le DAX, eh bien, je surveille aussi le dégonflement ici du RSI H4 qui a donné un signal de vente le 2 mars. On avait eu ici une cassure, donc c'était un pré-signal.
une ligne de tendance sur le RSI H4. Cette oblique sur les prix a été rompue. Les 11 339, tout comme les 4 907 points sur le CAC, sont désormais la première résistance. Donc voilà, j'ajuste en même temps que je vous parle mon graphique. Support à 11 189 sur le DAX. Est-ce que ce support va permettre à ce marché de se stabiliser? Aucune idée. Pour l'instant, je ne le sais pas, car le signal de stabilisation sera tout simplement donné soit par exemple une divergence haussière, ou tout simplement par la cassure d'une résistance. Ce qui serait positif, et ce qui permettra de savoir quel support permettra à ce marché de se stabiliser, c'est lorsque depuis un niveau de support, ces indices seront en mesure à nouveau de franchir des résistances. Et pour les niveaux vraiment qui me semblent assez limpides, 21 478 sur le MIB, vous avez un niveau horizontal assez similaire sur l'IBEX, et sur l'Eurostoxx 50, au fond je pense que 3500 points est quand même assez surveillé par tous. Jetez aussi un œil à l'arrivée de la moyenne mobile à 20 jours ici sur l'indice Eurostoxx 50 qui passe encore un peu en deçà des 3800 points sur le court terme. Voici donc pour le point de vue sur tous ces marchés. Maintenant je vous propose de revenir sur les paires de devises majeures. Alors la Banque d'Angleterre elle s'exprime demain. Cet après-midi c'est vraiment la partie USD qui va nous intéresser. Je serai avec vous d'ailleurs pour l'émission Wall Street Insider. On ne parlera pas que dollar américain cet après-midi, puisque nous avons une décision de politique monétaire à suivre, qui est celle de la Banque centrale du Canada. Donc on se focalisera naturellement sur les paires en dollars canadiens, sans oublier les stocks de pétrole à 4h30, 16h30, les stocks de pétrole aux États-Unis, qui la semaine dernière ont atteint d'ailleurs un record en termes d'évolution globale des stocks aux États-Unis. Si j'étudie alors il y a l'évolution hebdomadaire des stocks et il y a globalement les stocks de manière générale. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je crois que le restockage a dépassé les 8 millions de barils, ce qui était un record sur les 7 précédentes années. La semaine dernière, c'était quelque chose qui avait créé un processus plutôt baissier sur le WTI. Trêve de plaisanterie, de blabla, pardon. Le GBP USD forme un support qui pour le moment tient à 1,5320. Voilà, premier support à 1,5320. C'est un niveau de support sur le GBP USD. Alors pourquoi pas s'y intéresser. J'aurais quand même tendance à me méfier sur le GBP USD. Franchement, j'aurais tendance à être beaucoup plus méfiant maintenant, notamment depuis l'échec sous les 1,55. J'aurais tendance à être un peu plus méfiant sur le GBP USD, donc pas forcément mettre l'accent sur ce niveau des 1,5320. Ensuite, en ce qui concerne les paires majeures, USD Yen. Alors, il y a eu durant la session asiatique un renforcement du yen. Il y a eu un renforcement du yen japonais, ça c'est un fait. Un renforcement du yen japonais d'ailleurs qui a pesé sur les actions des entreprises exportatrices nippones et ce qui a pesé sur le Nikkei. Mais rassurez-vous, le Nikkei, justement, moi c'est un marché qui m'intéresse, notamment parce qu'il présente des niveaux de support assez limpides. Alors avant de vous proposer une analyse sur la paire USD Yen, laissez-moi simplement revenir sur le graphique en données journalier du Nikkei et du Nasdaq 100. Pourquoi? Parce que le Nasdaq 100 et le Nikkei sont deux indices boursiers sur lesquels nous vous avons proposé dès la mi-janvier des vues de marché puissamment haussières. Ce sont aussi des indices qui ont donné des signaux techniques aussi assez limpides, et donc je pense qu'il faut s'y intéresser. Le Nikkei fait partie de ces indices boursiers auxquels il faut s'intéresser lorsqu'il revient sur un niveau de support. Donc hier, le yen s'est renforcé durant la session asiatique, il n'y a pas de photo. D'ailleurs, lorsque j'étudie le RSI journalier du Nikkei, c'est un indicateur qui sort par le bas de la zone de surachat, donc en l'état c'est un signal d'entrée en consolidation. C'est un indicateur de momentum sur lequel je pense que la neutralité représente toujours un niveau de support, donc le seuil des 50. Sur le Nikkei, je vous invite à surveiller un pullback sur les précédents sommets de l'année 2007. Les sommets de l'année 2007 se situaient à 18 300 points.
le Nikkei avait réalisé une cassure haussière des 18 300 points le 19 février, il fait simplement un pullback. Donc, si vous laissez traîner des ordres limites dans le marché, ou si généralement vous êtes debout durant la session asiatique, je vous invite fortement à surveiller les 18 300 points sur le Nikkei, premier support, 18 300 points. Il s'agit aussi donc des précédents sommets de l'année 2007. Alors, ce n'est pas une surprise, généralement lorsque le yen se renforce sur le marché des changes, cela nuit aux grands exportateurs japonais qui sont bien représentés dans l'indice Nikkei 225. L'USD Yen, lui, je vais revenir dessus, puisque forcément, lui aussi, la partie Yen s'étant renforcée, il a légèrement reculé. Alors, moi, l'USD Yen, j'ai toujours plutôt défendu la progression au-dessus des 118,20. On a ici une ligne de tendance haussière qui est plutôt attractive sur l'USD Yen. Je pense qu'il va falloir essayer d'attraper des lignes de tendance qui sont un peu plus proches du niveau actuel des prix. Moi réellement sur l'USD Yen, c'est cette oblique qui m'intéresse. Alors on a éventuellement celle-ci. Ouais, éventuellement utiliser celle-là. Donc il y a deux possibilités. Le marché forme en effet un support horizontal sur les 119,50, mais ça ne m'intéresse pas réellement. Voilà, j'aurais plutôt tendance à mettre l'accent sur cette ligne de tendance. Alors, qu'est-ce qu'elle attrape exactement? Lorsque vous êtes sur vos chandeliers 4 heures, elle attrape le point bas ici du 20 février et le point bas du 26 février. Et je pense que voilà, un test de cette ligne de tendance serait plutôt intéressant pour se repositionner long sur USD Yen et d'exploiter, n'oubliez pas, donc les 18 300 points sur le Nikkei 225. USD CAD, alors l'USD CAD, j'aurais tendance à vous en reparler notamment cet après-midi. Cet après-midi, le dollar canadien va vraiment être sous le feu des projecteurs. D'une part parce que nous avons les stocks de pétrole aux États-Unis qui vont influencer le prix du pétrole. Et généralement, il y a une corrélation et un impact immédiat sur le dollar canadien, mais surtout parce que la Banque centrale du Canada va prendre une décision de politique monétaire. Je n'anticiperai pas la décision de politique monétaire, je ne sais pas ce qui sera décidé, mais en tout cas, je m'intéresse toujours sur l'USD CAD, vous le savez, au fort support des 1,2375, et j'aurais tendance à chercher à exploiter une volatilité réalisée sur ce support pour se positionner, donc toujours dans le sens de la tendance. Donc sur ces 1,2375 sur l'USD CAD. NZD USD et AUD USD. Le NZD USD reste toujours positionné sous la résistance des 0,76. On a eu un premier rejet, le marché revient au contact des 0,76. Je pense que c'est toujours un niveau de prix qui peut être utilisé pour des stratégies de vente. Donc voilà, la résistance à 0,76, 0,7620, 0,7617, c'est 61% de retracement de cette jambe de baisse qui a eu lieu entre le 15 janvier et le 3 février. Donc voilà, en l'état, il y a toujours la possibilité d'utiliser ce niveau horizontal pour une stratégie de vente sur le NZD USD. Et enfin, l'AUD USD, qu'a-t-il à dire sur l'AUD USD? Eh bien, je surveille aussi la ligne de tendance baissière qui est en place depuis le 7 septembre 2014. Voilà, elle passe ici, donc tant qu'elle couvre les cours, je pense qu'à un moment ou à un autre, ce marché peut subir une pression. Ce qui serait par contre positif, ce serait de voir la UD-USD capable de s'affranchir de cette ligne de tendance. Alors les métaux précieux, vous avez un article sur notre site qui vous explique que ce marché va probablement rester anémique dans l'attente de la publication du rapport NFP. Pourquoi? Parce que comment se positionne le marché du point de vue des métaux précieux, eh bien c'est en se basant sur les fondamentaux qu'influence ce marché. Vous aviez hier en salle de trading un webinaire justement sur ces fondamentaux, quel est le lien entre l'once d'or et les anticipations de régime des prix dans le monde, les anticipations d'évolution de taux d'intérêt aux États-Unis, les anticipations vis-à-vis du dollar US, vis-à-vis du marché physique. Vous avez un webinaire et d'ailleurs la possibilité de le consulter sur notre chaîne YouTube d'LIFX France. Donc je ne vais pas rentrer dans ces éléments-là qui ont été expliqués hier. En utilisant maintenant l'analyse technique sur le court terme,
la dynamique de ce marché s'est complètement neutralisée. Jambe de hausse en janvier, jambe de baisse en février. Le mois de février neutralise le mois de janvier. Et sur le très court terme, nous sommes dans un range délimité par une ligne de tendance haussière en place depuis le 7 novembre et la résistance à 1220 $. Et pour être encore plus précis, nous sommes dans un range entre 1200 et 1220 $. Et autant vous dire que si votre question est de savoir dans quel sens l'once d'or va sortir de ce range, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai réellement aucune idée. Par contre, nous en sortirons cette semaine. Clairement, mieux vaut attendre la sortie de ce trading range pour savoir si le mouvement de janvier ou le mouvement de février prendra le dessus. Janvier a été haussier, février a été baissier. Nous sommes désormais neutres entre 1200 et 1220. Lorsque le marché en sortira, nous aurons une nouvelle phase directionnelle. Si vous avez un biais haussier, exploitez les 1200 $ et la ligne de tendance pour se positionner long. Si vous avez un biais vendeur, exploitez les 1220 $ en tant que résistance pour un positionnement à la vente. Je vous rappelle que notre contrat Bund expire demain soir. Donc là, je ne vous propose plus de vue de marché sur notre CFD Bund. J'attendrai le nouveau contrat et vendredi matin pour m'exprimer à nouveau sur ce marché. Alors du côté des matières premières, les métaux précieux, je viens d'évoquer le cas de l'once d'or. Maintenant on peut évoquer le cas du WTI, j'en reparlerai notamment cet après-midi parce que nous attendons la publication des stocks de pétrole, le taux de variation hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Jeudi dernier nous avons eu quelque chose de significatif, enfin mercredi dernier, un restockage de plus de 8 millions de barils, un niveau de restockage qui était au plus haut depuis 7 ans, et qui a créé une pression sur les prix. C'était la semaine dernière, lorsque le cours du WTI est retombé violemment en direction des 47,76. Pourquoi un restockage plus important que prévu a tendance à créer une pression négative sur le prix du WTI? Tout simplement parce que si le restockage est supérieur à ce qu'anticipe le marché, cela tend à terme à diminuer les anticipations de demande. Parce que si les stocks sont importants, eh bien on a moins besoin d'acheter de pétrole, tout simplement parce que les stocks sont suffisamment importants. Et d'autre part, si le restockage est plus conséquent que prévu, les anticipations aussi de restockage diminuent. Au-delà de ces éléments-là, du point de vue de l'analyse technique, le WTI reste dans un range entre 47,75 et 54 $. Il a plutôt, depuis le début de la semaine, évolué favorablement depuis les 47 $, ce qui a exercé une pression légèrement négative sur le dollar canadien, mais simplement légèrement négative. Sur le très court terme, le WTI teste la moyenne mobile à 20 jours. Alors, justement, je reviens sur ce dollar canadien et notamment sur la dynamique du GBP CAD et notamment sur la question hier d'un participant. Le GBP CAD hier est venu se positionner sur le niveau de support des 1,91 et à ce moment-là, il y avait une question d'un participant qui était: est-ce que les 1,91 sont un bon niveau de support pour envisager une stratégie positive? Et ma réponse avait été de dire qu'en tant que support, oui, dans le sens où on pouvait envisager un rebond vers 1,92, mais j'avais quand même insisté sur le fait que je préférais m'intéresser à cette ligne de tendance haussière et davantage aux 1,90, 1,90,50. En l'état, les 1,91 ont tenu, sans pour autant permettre au GBP CAD de s'affranchir pour le moment d'une résistance. Mais, nous pourrions regarder ici, envisager ce type de configuration. Alors, il faut rester prudent, mais si nous avions cet après-midi une décision de politique monétaire en provenance de la Banque centrale du Canada qui avait tendance à affaiblir la partie CAD, regardons où a eu lieu sur ce graphique la dernière décision de la politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Ici, voilà, le 21 janvier, baisse surprise du taux d'intérêt principal de la Banque centrale du Canada et puissante jambe de hausse ici sur la paire GBP CAD. Je ne sais pas ce qui va se passer cet après-midi, mais en janvier, le marché a été surpris. Cet après-midi, le consensus n'envisage pas une baisse du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. Mais la nuit dernière, baisse
Hier, baisse surprise des taux d'intérêt de la Banque centrale d'Inde. Explosion haussière du Sensex. Nouveau sommet d'ailleurs avec l'indice phare de la bourse d'Inde qui a atteint les 30 000 points. Bref, nous ne sommes jamais à l'abri de décisions de politique monétaire surprises. Et en gros, si nous avions cet après-midi quelque chose qui avait tendance à entretenir les anticipations de baisse des taux d'intérêt par la Banque centrale du Canada, nous pourrions assister à une tenue des 1,91 et à une extraction haussière de cette configuration en wedge sur le GBP CAD pour rejoindre à nouveau les 1,95. En tout cas, en ce qui concerne l'analyse technique, et ne pouvant pas malheureusement anticiper les décisions de politique monétaire, je surveille toujours cette ligne de tendance haussière. C'est plutôt appréciable de voir le marché dériver à plat. J'aurais tendance à m'intéresser à un test de cette ligne de tendance haussière par le marché. Donc voilà clairement ici une zone d'intérêt à surveiller sur le GBP CAD qui avec l'USD CAD fait partie donc des paires en dollars canadiens qui ont tendance à m'intéresser. Alors des actifs, il y en a beaucoup sur lesquels je peux revenir, mais maintenant je vais plutôt répondre à vos questions et je vais mettre ici en plein écran le graphique de l'euro-dollar qui semble quand même bien parti pour aller tester les indices 96. Alors, première question de Francesca concernant, donc aucune idée. Hein. Voilà, alors je vois beaucoup de questions concernant la réorganisation de l'équipe d'EliFX France suite au départ, en effet, que Nicolas Chéron a annoncé hier. Pour évacuer ce sujet, l'avenir de l'analyste Nicolas Chéron ne me concerne pas, c'est quelque chose qui le concerne et je n'ai pas d'informations sur son avenir. Quant à l'équipe d'EliFX France, elle est là, elle a été renforcée par Sylvain, que vous savez maintenant très présent sur notre forum. L'équipe d'EliFX France, Adrian, Sylvain et moi-même, nous sommes là et tous les trois, nous allons continuer de vous proposer les services habituels, les émissions, les analyses, l'animation du forum et plein de nouveautés qui vont arriver lors des prochains mois. Voilà donc comment les choses vont se passer. L'organisation reste exactement la même. Alors bonjour. Alors, question de visiteur, quel sera l'impact de la Banque Centrale Européenne sur les indices boursiers européens? Autant vous dire que là, aucune idée. Tout dépend du contenu. Globalement, posons-nous les bonnes questions. L'annonce en janvier d'un programme de quantitative easing par la Banque Centrale Européenne a fait partie des éléments qui ont soutenu l'appréciation des actions européennes. Mais pas seulement. Regardez les agrégats économiques au sein de la zone euro, ils ont tendance à s'améliorer. Regardez les résultats trimestriels qui ont été proposés par les entreprises européennes au 4e trimestre. Globalement, elles sont 60% à avoir battu le consensus en termes de chiffre d'affaires. Quelles sont les anticipations de profitabilité des entreprises européennes en 2015? Globalement, le marché anticipe une croissance de 10% du bénéfice par action des entreprises européennes en 2015. Il y a donc réellement des fondamentaux qui vont au-delà du quantitative easing qui expliquent la hausse des actions européennes. Mais vous avez raison, ce programme monétaire fait partie des socles sur lesquels le marché s'appuie pour se positionner long sur les actions européennes. Donc de manière générale, si demain la Banque Centrale Européenne donnait vraiment des détails intéressants et nouveaux sur le quantitative easing, on va avoir la date de début exacte, on va avoir des nouvelles informations, ça normalement fera partie des éléments susceptibles de soutenir les actions européennes. Alors bonjour Joseph, mon avis sur le NZD-USD, vous pouvez toujours utiliser la résistance des 0,76 pour adopter une stratégie de vente sur le NZD-USD avec un stop de protection au-dessus. Je vous rappelle que le money management est à votre discrétion, est à la discrétion de tout trader et que par contre le money management est impératif. C'est-à-dire que si les 0,76 sont mis en avant comme une bonne résistance pour une stratégie de vente, il est hors de question de ne pas positionner de stop. Si le marché explose la résistance et va à 0,77, une question qui serait du type le marché est à 0,77, que faire de ma position vendeuse, n'appelle pas de réponse. Dans le sens où si on vend à 0,76, on a forcément un stop entre 0,76 et 0,7650.
Alors bonjour PYJ, la décision de la Banque d'Angleterre va-t-elle est-elle influencée par les résultats médiocres qui viennent de tomber? Alors oui, forcément, la Banque d'Angleterre, elle se focalise sur les agrégats domestiques britanniques. Le rôle de la Banque d'Angleterre, c'est de se concentrer sur l'économie britannique qui naturellement est influencée par l'économie internationale et par l'économie de la zone euro. Mais oui, la Grande-Bretagne a sa monnaie, la Grande-Bretagne a sa propre économie. La Banque d'Angleterre a donc des fondamentaux à suivre qui diffèrent de ceux que suivent la Banque Centrale Européenne. Bonjour visiteurs. Alors en ce qui concerne l'échéance de nos contrats, je vous invite tout simplement à contacter le service client. Pourquoi avons-nous des échéances différentes que celles des contrats à terme? Ça c'est clairement quelque chose qui nous appartient, puisque un contrat pour la déférence est par définition propriétaire, hein. Mais honnêtement je n'ai pas d'élément de réponse. Alors Mariava, bonjour. Comment installer donc l'indicateur Disparity Index? Alors, première chose, vous avez raison, par défaut cet indicateur ne figure pas sur notre plateforme et n'appartient pas aux indicateurs techniques qui est disponible sur l'outil graphique de la plateforme téléchargeable Trading Station. Par contre, vous avez la possibilité, en utilisant notre magasin d'applications FXM Apps, de personnaliser la plateforme. Certains indicateurs sont gratuits, d'autres sont payants, mais il y a quand même une bonne bibliothèque d'indicateurs gratuits, dont l'indicateur Disparity Index. Votre question est: l'indicateur CMO Disparity Index est-il disponible? Je n'en suis pas certain, je vous invite à visiter le magasin d'applications. Moi c'est vrai que cet indicateur j'ai tendance à l'utiliser sur notre site partenaire TradingView. Donc visitez FXM Apps et regardez si l'indicateur est disponible. S'il n'y est pas, eh bien c'est que la réponse à votre question sera donc non. Alors bonjour Franck, question sur le cuivre et enfin quel est le SSI, l'euro dollar. Alors excellente question de visiteur, c'est promis, aujourd'hui je vous publie un article avec le SSI, donc le positionnement des clients FXM dans le monde sur les paires majeures. Aujourd'hui je vous publie en gratuit donc un article sur notre SSI. Si vous souhaitez avoir 2 fois par jour l'actualisation du positionnement avec le pourcentage d'acheteurs et de vendeurs sur les paires majeures, eh bien client FXM, vous avez accès au service d'EliFX+. Mais cet après-midi, je vous construis un article gratuit sur notre SSI. Alors, et je le ferai une fois par semaine, je pense. Le cuivre. Alors le cuivre. Le cuivre, je m'y intéresse depuis le support à 2,53, je m'y intéresse depuis qu'il a réalisé une cassure haussière des 2,63 et j'envisageais à ce moment-là une hausse en direction des 2,80. J'aurais tendance à dire que le RSI H4 du cuivre est en train de tester un support. Donc ça c'est une chose ici que j'identifie. Lorsque je bascule en données journalières, eh bien, je pense qu'au fond, d'une certaine façon, je peux considérer que le cuivre est peut-être en train d'effectuer un pullback sur 2,63. Ma conviction, si je devais lui mettre un grade, une échelle, elle serait de l'ordre de 7 sur 10. Donc c'est-à-dire que j'ai pas la conviction forte qu'il s'agisse d'un pullback opportun pour une stratégie positive. Cependant, vous avez un RSI H4 sur support, vous avez le niveau de prix des 2,60 $ en tant que support sur le cuivre, et vous avez aussi une ligne de tendance haussière. Donc une stratégie dans le sens de cette tendance positive depuis février est envisageable, dès lors qu'elle serait protégée par un stop sous les 2,60. Alors bonjour MF, est-ce que le Disparity Index est la même chose que le RSI? Alors non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Nous vous avons proposé un webinaire sur l'indicateur Disparity Index. Vous avez aussi un webinaire sur l'indicateur technique RSI. Alors, je vais vous orienter vers notre chaîne YouTube d'EliFX France et notamment la section éducative. Et je vais vous donner les liens vers les 2 vidéos. Honnêtement, prenez le temps, si vous avez du temps aujourd'hui, de les regarder. Alors voilà.
ici vous êtes sur notre chaîne YouTube et vous avez tout en bas formation trading, apprendre à trader sur le Forex. Donc voilà, je vous donne le lien vers cette section. Et dans cette section de notre chaîne YouTube DailyFX France, vous avez notamment ici une vidéo sur l'indicateur technique Disparity Index. Donc je vous donne le lien. Et vous avez aussi une vidéo sur le RSI. Donc ce qui permet d'en comprendre la différence. Donc voilà pour le Disparity Index. Et enfin pour le RSI, alors vous pouvez faire une recherche sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Mais globalement, c'est un webinaire qui a eu lieu à de nombreuses reprises. Donc vous voyez que voilà, des webinaires sur ces indicateurs techniques, vous en avez quand même un certain nombre. Et vous avez la possibilité ici de faire une recherche. Vous pouvez taper RSI par exemple. Alors faites par contre uniquement la recherche au sein de notre chaîne YouTube. Et vous allez donc trouver ce type de vidéo. Mais concrètement, pour vous répondre, le Disparity Index, c'est la représentation glissante du spread entre le prix d'un actif et une moyenne mobile. Le RSI, c'est le ratio glissant sur un certain nombre de périodes entre le nombre de séances en hausse et le nombre de séances en baisse. Le RSI à 14 jours, c'est quoi? Vous prenez au numérateur le nombre de séances en hausse sur 14 jours, au dénominateur le nombre de séances en baisse sur 14 jours. Vous mettez ça au sein d'une formule pour en faire un indicateur borné entre 0 et 100. Et en fait, c'est simplement le rapport glissant entre les séances positives et les séances négatives. Et donc forcément, vous comprenez maintenant pourquoi le fait d'être au-dessus de 70 est un signal plutôt positif. Pourquoi? Parce que être au-dessus de 70, en termes de proportion, ça veut dire que sur les 14 derniers jours, il y a eu beaucoup plus de séances positives que de séances négatives. De toute façon, des indicateurs techniques, lorsque vous prenez juste 5 minutes pour savoir comment c'est construit et que vous comprenez ce qu'il y a derrière, après c'est hyper simple. Et vous comprenez pourquoi le simple fait d'être suracheté n'est pas un signal de vente. J'ai presque envie de dire que le fait d'être suracheté, c'est plutôt un signal positif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de séances positives que de séances négatives. Ce qui est négatif, c'est la divergence. Voilà. Donc ça, je pense que il faut bien que ces choses-là soient claires. Alors, bonjour Résus. Un graphique sur le N-Gaz. Alors, merci pour ce graphique. Donc Résus, membre actif du forum, qui propose régulièrement des vues de marché en utilisant notamment les vagues d'Elliott, mais pas seulement. Voici donc un graphique sur le gaz naturel, alors que je ne serai pas en mesure de commenter dans le sens où moi je ne suis pas cet actif, où ça fait longtemps que je n'ai pas suivi le gaz naturel. Mais voilà en tout cas un graphique qui met en avant un décompte et notamment le fait que le niveau de prix des 2,60 est intéressant et notamment un seuil à tenter à ce niveau-là, donc sur le gaz naturel 2,60 qui correspond à une extension de Fibonacci qui s'inscrit bien donc dans ce décompte que vous propose Résus. Alors, le départ de Nicolas Chéron, visiteur, ne remet en cause strictement rien chez FXCM. Et en aucun cas le lancement des actions. Comptez sur le sérieux de l'équipe de recherche DailyFX France. Comptez sur notamment notre capacité à faire du suivi de tendance. Voilà, je vous remercie donc d'avoir participé au morning meeting de 11 h. Je vous retrouve cet après-midi pour le suivi de la Banque centrale du Canada. Bon appétit à toutes et à tous et à tout à l'heure.